Bonjour à tous et bienvenue dans le salon COSI pour les Take Home Message du CNCH. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Sartière. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Donc tu es cardiologue à l'hôpital de Toulon et tu as monté il y a 4 ans un projet exceptionnel, hors du commun, une évolution, peut-être une révolution de nos pratiques sur l'insuffisance cardiaque. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. On est parti d'un principe très simple, c'est que dans la phase de prise en charge d'un patient insuffisant cardiaque, il y a 3 grandes phases. Il y a la phase de sécurisation, la phase d'équilibration et la phase de consolidation. Sécuriser un patient, ça, l'hôpital, il est fait pour ça. On est taillé pour ça et c'est notre boulot. Et les 2 autres phases, on se rend très vite compte quand on analyse les données épidémiologiques et tout ce qu'on connaît de cette maladie, que finalement, l'hôpital n'est pas vraiment taillé pour faire cette équilibration, cette consolidation. C'est bel et bien à domicile qu'il faut aller pour prendre en charge ces patients. L'exemple que je prends souvent, c'est… Oui. Sur la sécurisation, justement, est-ce qu'elle est bien faite, la sécurisation, au bon endroit? Alors, a-t-on assez de services de lits de cardiologie? Est-ce que les cardiologues sont assez disponibles pour prendre en charge les malades, déjà sur l'hôpital? Souvent, alors déjà la sécurisation est plutôt bien faite quand elle arrive dans les services d'admission des urgences. Parce que les protocoles pour la prise en charge des OAP, par exemple, c'est bien verrouillé, c'est connu, on est assez dans une zone confortable. Après, la vraie problématique, c'est que la volumétrie des patients insuffisants cardiaques, le nombre de patients dépasse totalement les capacités d'accueil d'un insuffisant cardiaque. Et donc la majorité des patients insuffisants cardiaques ne sont pas hospitalisés dans des lits de cardiologie, si tant est d'ailleurs que l'hôpital ait des lits de cardiologie, puisque beaucoup d'hôpitaux n'ont pas de lit de cardiologie tout simplement. Oui, donc tu as constaté toi que dans ton hôpital, près de 50% des patients qui étaient destinés à la cardiologie, finalement, étaient dans d'autres services. Absolument. Alors qui les prend en charge dans ces cas-là? Généralement, c'est un peu les médecins internistes ou qui nous passent un coup de fil. Et là, toi, tu as mis en place des choses innovantes. Voilà, très souvent, les patients en fait sont placés en gériatrie, médecine interne, médecine vasculaire, etc. etc. Et l'idée, de toute façon, comme on ne peut pas accueillir ces patients, que souvent d'ailleurs ce sont les patients les plus fragiles qui ne sont pas en cardiologie, les plus jeunes sont en cardiologie, eh bien on a créé une équipe mobile qui va dans les services pour aller évaluer les patients, et on fait une évaluation globale, systématisée, avec des checklists qui sont mises en place. Et c'est des infirmières de pratique avancée ou de coopération qui vont au lit du patient pour évaluer globalement le patient, le côté cardiologique, mais le côté polypathologique, social, gériatrique associé. Combien d'infirmières dans un hôpital de taille moyenne comme l'hôpital de Toulon? Actuellement, nous avons 2 infirmières temps plein qui sont uniquement dédiées à cette activité, en sachant qu'on a à peu près 15 hospitalisations pour insuffisance cardiaque par semaine. Et que bien sûr, ce n'est pas la seule activité que nous avons. On a de la consultation par les infirmières, on a de la télésurveillance, etc. etc. D'accord. Donc une fois que ces patients ont été vus, ils vont rentrer chez eux. Et là, il y a un nouveau volet que vous avez décliné qui est finalement de mettre en place de la prise en charge en HAD de l'insuffisance cardiaque. Alors ça, c'est pas une pathologie, c'est pas un processus qui est décliné dans beaucoup de structures. Alors, je pense que vous êtes les premiers à l'avoir fait. C'est très inhabituel. Il y a une équipe, celle de Mondor, qui a essayé de faire un petit peu sur des frequent flyers de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, mais c'est une niche, alors que nous, la spécificité, c'est que c'est la règle. Pour nous, la règle, c'est d'être pris en charge à domicile. De toute façon, 70% des insuffisants cardiaques ont vocation à retourner à domicile quand on regarde les parcours de soins. Donc, pour nous, 70% des patients ont vocation à retourner à domicile précocement avec de l'hospitalisation à domicile. Alors, tu dis un mot, c'est précocement, ça veut dire que vous avez raccourci depuis cette époque, depuis 2018, la durée moyenne de séjour des patients en cardiologie, donc libéré un nombre de lits conséquent? Tout à fait. On est passé en fait d'une durée moyenne qui était la même que nationalement, 9-10 jours, à 3 jours et demi. Alors pour les patients qui sont éligibles à l'HAD, c'est quand même une grosse proportion. Mais pour ces patients-là, on est passé à 3 jours et demi, ce qui veut dire que, on libère autant de jours pour accueillir d'autres patients. D'accord, donc vous pouvez quasiment accueillir 2 fois plus de patients dans votre service. Absolument. Est-ce qu'il y a
des critères cliniques qui sont validants pour permettre de sortir à 3 jours et demi? Est-ce qu'un malade en anasarque, par exemple, il peut sortir à 3 jours et demi? Alors bien souvent, c'est assez peu le côté médical en dehors du choc cardiogénique, de la détresse respiratoire, bien sûr. Là, on n'a pas passé la barrière de la sécurisation. Mais après, notre sélection ne se fait pas sur qui peut retourner à la maison, mais plutôt qui ne peut pas retourner à la maison. Et dans l'immense majorité des cas, les problématiques qui empêchent le retour à domicile sont avant tout des problématiques gériatriques ou sociales. Et c'est très peu des problématiques médicales, cardiologiques. Oui, parce qu'on a quand même les patients qui restent 9-10 jours à l'hôpital et qui sont pour le coup essorés, clean sur le plan cardiaque, il y a des freins au retour à domicile que tu évoques et on est bloqué avec des malades qui vont quand même rester. Parce que sur le plan social, c'est difficile. Et alors cette organisation justement d'aval, qui l'effectue? Nous travaillons de manière conjointe avec une HAD qui n'est pas notre HAD, ce qui n'est pas la situation la plus difficile, mais du coup ça rend possible d'autres situations plus simples lorsque l'HAD fait partie intégrante de l'hôpital. L'HAD est là pour faire l'interface avec la ville. Elle prend contact avec le médecin généraliste, valide avec le médecin généraliste donc le fait de pouvoir effectuer cet HAD. Ça reste une responsabilité déléguée par le médecin généraliste. La réponse est toujours oui. C'est très rare que le généraliste soit contre. Nous validons avec le patient, avec le ou les aidants et les infirmières, tous les critères d'éligibilité ou de non-contre-indication à la sortie. Et à ce moment-là, le patient retourne à la maison avec un protocole de suivi qui est expliqué aux infirmières libérales et on tient beaucoup à ça. On utilise les infirmières libérales habituelles du patient et pas les infirmières de l'HAD. Et les infirmières d'HAD, par contre, sont là pour les électrocardiogrammes, les bilans biologiques et nous aider dans certains cas à la téléconsultation puisque notre procédure va durer 10 jours à domicile. On va les suivre comme on les suivrait à l'hôpital avec, pour les plus fragiles, une téléconsultation à la fin pour éviter aux patients de revenir à l'hôpital. Et donc ensuite, ces informations recueillies par les infirmières, vous avez quand même un travail à faire sur le site de l'hôpital pour superviser ce qui se passe dans ta ville. Nous avons concrètement 12 lits, 2 fois 12 lits d'hospitalisation conventionnelle et une douzaine de lits dématérialisés qui sont répartis sur l'ensemble du territoire dans les domiciles. Et donc c'est une vraie unité d'hospitalisation, sauf que on fait la visite de manière totalement dématérialisée avec les données qui nous remontent du domicile. D'accord. Vous avez dû augmenter votre nombre de praticiens pour faire cette activité, pour l'ouvrir? On aurait aimé augmenter le nombre de praticiens, puis on est soumis aux mêmes contingences que l'ensemble de nos collègues et donc on a des postes qui sont libres aussi à Toulon et non, on n'a pas augmenté malheureusement. C'est un des facteurs limitants, mais quoi qu'on fasse, de toute façon, on est dans un facteur limitant qui est la démographie médicale. D'accord. Est-ce que cette innovation a été abordée et évoquée et écrite dans le livre blanc finalement, rédigé récemment? Bien sûr que ça en fait partie. C'est un chapitre, je crois, assez important du livre blanc. Ça faisait déjà partie du livre blanc de l'insuffisance cardiaque, du GIC. Donc oui, c'est très novateur, très inhabituel. Et c'est fondamentalement extrêmement transposable à d'autres hôpitaux et même à d'autres pathologies. On a vu que les innovations, l'idée peut être bonne, elle est souvent très longue à décliner parce qu'il faut convaincre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans la singularité, vous êtes presque les seuls à faire ça? Qu'est-ce que le CNCH peut faire pour finalement arriver à faire en sorte que demain, les gros hôpitaux, Aix-en-Provence, Avignon, Chartres, Pau, puissent déployer cet outil? Parce que quand on t'entend, ça rend service à l'hôpital, ça rend service aux patients. Finalement, c'est quoi? C'est la volonté des hommes. Il faut que tu prennes en charge ce projet et que tu nous emmènes avec toi là, dans cette direction. Alors de toute façon, dans tout projet, à un moment donné, il faut trouver quelqu'un qui soit la locomotive et donc il faut une personne ressource dans tous les hôpitaux. C'est clair. Et puis en fait, le frein principal, c'est dans l'articulation entre le service de cardiologie et l'hospitalisation à domicile. Là, on est à la rencontre de deux mondes qui ont très peu l'habitude de se parler,
qui n'ont pas les mêmes impératifs temporels, pas les mêmes habitudes, pas les mêmes nécessités. Et donc, c'est vraiment là où à chaque fois, dans mon expérience, ça a capoté sur les autres services, c'est qu'on n'arrive pas à se parler et à se comprendre et à parler le même langage au moment où on construit le projet. Peut-être qu'il y a effectivement nécessité d'une rassurance importante parce que la cardiologie fait un peu peur et avoir un malade comme ça en HAD, ça peut inquiéter un peu les équipes qui vont s'occuper de ces patients-là. Souvent, c'est une source d'inquiétude pour les équipes d'HAD qui ont peur de se retrouver avec un patient instable et finalement de ne pas avoir de ressources derrière. Et les cardiologues, pour certains, ne comprennent pas bien non plus quelle est leur responsabilité dans le circuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où réellement le patient va au domicile, ce n'est pas parce qu'il est hors de l'hôpital qu'on n'en est plus responsable, bien au contraire. Pour nous, ça veut dire que nous avons développé une astreinte toute la journée, une astreinte de week-end pour être joignable et que sans se déplacer, malgré tout, on est joignable, disponible, à disposition tout de suite s'il y a quoi que ce soit. Très bien, écoute Jean-Michel, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question et à bientôt. Merci. Merci.